Pendant des décennies, une rumeur tenace flottait comme une ombre dans l'imaginaire collectif, un murmure chuchoté par les fans dévoués et les curieux insatiables. À la lisière du domaine légendaire de Neverland, un garage discret, sans aucun signe distinctif, reposait, scellé hermétiquement depuis la mort tragique de Michael Jackson en 2009. Ce n'était pas un simple hangar oublié, mais un mystère verrouillé, un sanctuaire interdit où même les membres les plus proches de la famille Jackson n'avaient jamais posé le pied. Personne ne connaissait le code d'accès, un secret enfoui dans l'esprit du King of Pop, et personne n'osait poser trop de questions, comme si cet endroit était entouré d'une aura sacrée ou maudite. Mais en 2024, lors d'un audit successoral de routine ordonné par les autorités californiennes, cette porte massive, rouillée par le temps mais impénétrable, fut enfin forcée. Ce que l'équipe d'experts, d'avocats et de techniciens découvrit à l'intérieur ne se contenta pas de surprendre. Cela ébranla les fondations mêmes de l'héritage de Michael Jackson, révélant un monde figé dans le temps, un témoignage muet d'un homme à la fois génie universel et énigme insondable. L'espace était immaculé, sans la moindre trace de poussière ou de dégradation, comme si un gardien invisible l'avait entretenu pendant 15 ans. Une Rolls-Royce turquoise, éclatante, abritait encore une cassette de She's Out of My Life dans son lecteur, comme si Jackson venait de la garer. Une Phantom noire mat, dépourvue de vitres arrière mais équipée d'écrans internes, semblait conçue pour un passager fuyant les regards indiscrets du monde. Des plans architecturaux dévoilaient des couloirs secrets et une pièce cachée derrière un placard. Des lettres privées, des paroles inédites, des caisses estampillées MJJ Productions, chaque objet semblait poser une question lancinante. Pourquoi Michael Jackson avait-il caché cet endroit avec une telle obsession? Que cherchait-il à protéger ou à soustraire au regard du monde? L'ouverture de ce garage n'a pas seulement exhumé des trésors matériels, elle a rouvert une plaie collective, forçant le public à confronter à nouveau l'énigme d'un homme adoré, scruté et incompris. Pour saisir pleinement la portée de cette découverte, il faut remonter aux origines de Neverland Ranch, ce lieu qui transcende la simple notion de propriété pour devenir un manifeste vivant de l'imaginaire jacksonien. Situé dans le comté de Santa Barbara, en Californie, au cœur des collines verdoyantes de la vallée de Santa Ynez, ce domaine s'étend sur 1100 hectares de terre vallonnée, bordée par la forêt nationale de Los Padres. Michael Jackson l'acheta en mars 1988 pour environ 19,5 millions de dollars, bien que des estimations, tenant compte des frais cachés et des négociations privées, suggèrent un coût réel proche de 30 millions. À l'origine nommé Sycamore Valley Ranch, il avait été façonné par le magnate de l'immobilier William Bonne, qui y fit construire en 1982 une maison principale de style normand français, s'étendant sur 1200 mètres carrés. Entouré de jardins formels impeccablement taillés, d'un lac artificiel de plus de 5 hectares alimenté par une cascade murmurante, et d'aménagements paysagers évoquant un manoir de campagne anglais du XVIIIe siècle, la propriété était un joyau d'élégance discrète, un havre de paix au milieu d'un paysage aride et sauvage. Mais lorsque Michael Jackson en prit possession, il transforma ce domaine en un royaume enchanté, un monde où la réalité se pliait à ses rêves les plus fous. Inspiré par l'univers de Peter Pan, ce garçon qui refusait de grandir, voguant vers une île magique loin des contraintes du monde adulte, il rebaptisa le ranch Neverland et en fit un Disneyland personnel, un lieu où l'enfance devenait éternelle. Il dépensa des fortunes, estimées à des dizaines de millions, pour importer des manèges de fêtes foraines d'Europe et d'Amérique, une grande roue scintillant sous les étoiles comme un phare dans la nuit, un carrousel aux chevaux sculptés dans du bois précieux, une montagne russe miniature serpentant entre les chênes centenaires, et même un zippé et un bateau pirate défiant la gravité avec une joie enfantine. Un zoo exotique privé, abritant une ménagerie digne d'une arche de Noé, des éléphants majestueux, des girafes élancées, des tigres aux yeux perçants, des orang-outans espiègles et même des alligators, tous soignés par une équipe de vétérinaires à temps plein. Jackson, connu pour son amour des animaux, il avait composé une chanson pour son rat de compagnie nommé Ben dans sa jeunesse. Voyait en eux des compagnons innocents, des âmes pures loin des intrigues humaines. Le clou du spectacle était le Neverland Valley Railroad, un réseau ferroviaire miniature qui incarnait l'esprit du domaine. Composé d'une locomotive à vapeur nommée Catherine, en hommage à sa mère Catherine Jackson, et de 2 circuits de rail, l'un de 914 mm, l'autre de 610 mm, ce train sillonnait les 1100 hectares, transportant les invités à travers des tunnels secrets et des ponts suspendus. Le sifflet joyeux de la locomotive et la vapeur s'élevant dans l'air évoquaient une épopée victorienne, un voyage dans un temps où l'enfance était reine. Jackson ajouta d'autres merveilles. Une salle de cinéma de 50 places équipée de projecteurs 70 mm pour des projections privées de classiques Disney comme Le Livre de la Jungle,
un studio de danse aux miroirs immenses où il répétait ses chorégraphies iconiques comme le moonwalk, des salles de jeux vidéo bourdonnantes de néons et de bornes d'arcade, et plusieurs pavillons d'invités disséminés comme des chalets de contes de fées. Neverland devint à la fois un refuge personnel pour Jackson, épuisé par les tournées mondiales et les flashs des paparazzi, et un objet de fascination publique. Il y recevait des enfants et leurs familles, souvent issus de milieux défavorisés ou atteints de maladies graves, offrant des journées de rêve où la douleur et la pauvreté s'effaçaient devant la magie. Des célébrités comme Elizabeth Taylor y célébrèrent des événements marquants, comme son 8e mariage en 1991, dans une cérémonie intime au milieu des girafes et des manèges. Oprah Winfrey y mena une interview historique en 1993, capturant pour la postérité ce mélange unique de vulnérabilité et de charisme qui faisait de Jackson une icône planétaire. Pourtant, sous cette surface enchantée, des fissures apparurent tôt. Neverland n'était pas seulement un terrain de jeu, c'était un monde clos, un cocon où Jackson pouvait contrôler chaque détail, du menu des dîners aux horaires des levers de soleil artificiels créés par des éclairages sophistiqués. Avec plus de 90 employés, dont 40 agents de sécurité armés, le domaine était une forteresse déguisée en paradis, surveillée par des caméras, des alarmes et une vigilance constante. Jackson y composa certains de ses plus grands hits, comme des démos pour l'album Dangerous dans un studio insonorisé, mais il y cultiva aussi une solitude profonde, entouré d'animaux et d'enfants qui incarnaient l'innocence qu'il avait perdue dans son enfance à Gary, Indiana. Les fans, de l'extérieur, projetaient leurs fantasmes sur ce lieu mythique, l'imaginant comme un Eldorado pop. Mais pour ceux qui y vivaient, c'était un royaume à double tranchant, où la joie masquait une paranoïa croissante face à une célébrité écrasante. Tout bascula en 2003, lorsque Neverland devint le centre d'une enquête criminelle qui ébranla le monde. Une perquisition spectaculaire, impliquant des dizaines d'officiers du shérif du comté de Santa Barbara, fut menée suite à des accusations d'abus sur mineurs portées par un jeune garçon et sa famille. Les hélicoptères survolaient les manèges, les flashs des caméras illuminaient les collines, et les manèges autrefois joyeux semblaient figés dans une grimace sinistre. Le lieu magique fut transformé en scène de crime potentiel. Les enquêteurs fouillèrent chaque recoin, les chambres d'invités ornées de jouets, les couloirs secrets aux murs épais, les greniers inexplorés remplis de costumes de scène. Bien que Michael Jackson ait été acquitté de toutes les charges en 2005 après un procès médiatique interminable, un verdict qui divisa le public entre soulagement et scepticisme, le choc fut irréversible. Dans des interviews post-procès, Jackson confia à des proches son désespoir, « Ce n'est plus une maison. Elle a été violée. » Le ranch, autrefois son sanctuaire, était devenu un symbole de trahison, un lieu souillé par les soupçons. Il n'y revint jamais pour y vivre, préférant l'exil dans des hôtels anonymes à Londres, Dubaï ou Las Vegas, où il préparait son retour avorté avec la tournée This Is It. Accablé par des dettes colossales estimées à plus de 300 millions de dollars, fruit de dépenses extravagantes et d'un train de vie princier, et des frais judiciaires exorbitants dépassant les 20 millions, Jackson dut réorganiser ses finances en urgence. En 2008, pour éviter la saisie imminente du ranch, il conclut un accord de copropriété avec Colony Capital LLC, une société de capital investissement dirigée par le milliardaire Thomas Barrack. Cette entité injecta des fonds pour stabiliser la situation, mais le démantèlement commença. Les manèges emblématiques, totems de l'enfance jacksonienne, furent démontés un à un et vendus aux enchères, rapportant des millions mais laissant des cicatrices béantes dans le paysage. Les animaux exotiques, girafes élancées, tigres majestueux, éléphants sages furent transférés vers des sanctuaires animaliers à travers les États-Unis, un exode poignant qui symbolisait la fin d'une ère. Le domaine fut discrètement rebaptisé Sycamore Valley Ranch, effaçant une partie de son identité mythique pour le ramener à une neutralité terne, comme un conte de fées expurgé de ses couleurs. Malgré plusieurs tentatives de vente médiatisées au fil des années, certaines avec des prix d'appel atteignant les 100 millions de dollars, aucun acquéreur sérieux ne se manifesta. Les acheteurs potentiels, fascinés par l'histoire mais rebutés par les controverses, hésitaient. Les fans protestaient, craignant que Neverland ne devienne un parc commercial vulgaire ou un musée morbide. Le domaine resta désert, à l'abandon, suspendu dans un étrange entre-deux, ni vivant ni mort, une coquille vide hantée par les échos de rires d'enfants et de sifflets de train. Les vignobles voisins prospéraient, les incendies saisonniers menaçaient ses flancs, mais Neverland végétait, ses grilles fermées au public, son âme en suspens. Tout changea en décembre 2020, lorsque le milliardaire Ron Burkle, ancien conseiller financier de la famille Jackson et proche allié de la succession, acheta le domaine pour seulement 22 millions de dollars. Un prix dérisoire, justifié par Burkle comme une opportunité foncière,
Un pari sur un terrain qui valait bien plus en potentiel qu'en passé chargé. Depuis, des efforts de restauration limités ont été entrepris, réparation structurelle pour contrer l'usure, surveillance accrue contre les intrus, et une discrétion absolue sur les intentions futures. Bien que le domaine n'ait pas retrouvé son faste d'antan ou les manèges absents, le zoo vide, certains éléments emblématiques ont été préservés, notamment pour les besoins du biopic Michael tourné en 2024. Ce film a ravivé l'intérêt public, permettant la reconstruction temporaire de lieux symboliques comme la gare du train miniature ou le carrousel multicolore, des fantômes ressuscités pour un instant de gloire cinématographique. Aujourd'hui, Neverland se situe dans une zone floue, ni maison privée ni musée ouvert au public, mais une icône culturelle marquée par la gloire et la controverse, un miroir brisé reflétant à la fois le génie et les tourments de son créateur. C'est dans ce contexte d'audit successoral, ordonné début 2024 par les autorités californiennes, que le garage scellé fut découvert et ouvert. Motivé par des litiges juridiques, financiers et de propriété ou des formalités bureaucratiques nées des luttes autour de l'héritage Jackson, évalué à plus de 500 millions de dollars, ce bunker discret, dissimulé derrière la résidence principale, fut inscrit à l'inventaire pour une inspection minutieuse. Construit avec une porte en alliage d'acier et de titane, selon des sources d'experts en métallurgie, et équipé d'un système de verrouillage biométrique basé sur des empreintes digitales ou des scans rétiniennes, il résistait à toute tentative d'accès conventionnel. Même les membres les plus proches de la famille ou le personnel historique du domaine n'y avaient jamais pénétré depuis 2009. Des techniciens de la succession, des serruriers professionnels, et des experts en sécurité indépendants, mandatés par le cabinet d'avocats gérant l'héritage, furent convoqués sur place. Armés de caméras thermiques pour détecter d'éventuels pièges aux mécanismes cachés, ils passèrent plusieurs heures en travail mécanique intensif, découpe au chalumeau, forage précis, application de fluides hydrauliques pour forcer les gonds. Le soleil se couchait sur les collines de Santa Ynez lorsque la porte céda enfin, avec un grincement sinistre résonnant comme un aveu longtemps retenu, révélant un espace resté parfaitement préservé pendant près de 15 ans. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur choqua même les membres les plus aguerris de l'équipe, des professionnels habitués aux excentricités des célébrités décédées. Loin de la poussière et de la décomposition attendue dans un lieu abandonné, l'intérieur était immaculé, comme si un service de nettoyage invisible avait opéré quotidiennement. L'air portait encore une légère odeur de cuir neuf et d'huile de moteur, évoquant les ateliers secrets des collectionneurs obsessionnels. Des véhicules de luxe, entretenus comme neufs, trônaient dans l'obscurité, une Rolls-Royce Corniche turquoise de 1985, éclatante sous les lampes halogènes, avec une cassette de She's Out of My Life encore insérée dans le lecteur, comme si Jackson venait de la garer après une virée nocturne. Une Phantom 6 noire mat, sans vitre arrière mais équipée d'écrans HD internes et d'une insonorisation poussée, semblait conçue pour un passager fuyant le monde, peut-être Jackson lui-même dans ses moments de paranoïa. Une Cadillac Fleetwood de 1954, avec ses ailerons chromés et son intérieur en velours rouge, rendait hommage à l'Hollywood classique que Jackson admirait, un clin d'œil à l'âge d'or du cinéma. Un fourgon Ford Econoline beige de 1993, modeste à l'extérieur pour passer inaperçu, était un cocon créatif à l'intérieur, mur tapissé de velours bleu nuit, plafond en miroir réfléchissant des constellations artificielles, fauteuil inclinable en cuir italien, écrans intégrés pour visionner des rushs de clips, et une console Super Nintendo fonctionnelle avec des cartouches de jeux comme The Legend of Zelda. Un refuge pour un adulte piégé dans l'enfance. Mais le véritable choc vint des caisses estampillées MJJ Productions, la société de production de Jackson qui avait orchestré ses triomphes comme thriller. Ces caisses, scellées sous vide, contenaient des trésors rares qui firent monter l'adrénaline des inventoriés, des paroles manuscrites, griffonnées avec une urgence fébrile sur des carnets en cuir usé, évoquant un album conceptuel jamais enregistré, peut-être intitulé Eternal Child, explorant des thèmes de perte et de rédemption. Des démos inédites sur bande magnétique, où la voix de Jackson oscillait entre falsetto angélique et murmures introspectifs, incluaient des duos inachevés avec des icônes comme Freddie Mercury. Des plans de scène pour des tournées annulées, comme DC Seat, montraient des concepts futuristes avec des hologrammes et des effets pyrotechniques. Des lettres privées, scellées à la cire, révélaient une intimité brute, correspondance avec Elizabeth Taylor, Paul McCartney, ou des amis spéciaux comme Macaulay Culkin, où Jackson confiait ses peurs de la célébrité et son désir de protéger son monde intérieur. Des plans architecturaux, soigneusement pliés dans des tubes étanches, dévoilaient un labyrinthe de couloirs secrets sous la résidence principale, des murs insonorisés épais comme ceux d'un bunker militaire, et une pièce cachée derrière le placard de la suite parentale,
équipé de verrous internes et d'une ventilation autonome. Julien S. Auction, la maison d'enchères renommée pour ses ventes de mémorabilia de célébrités, annonça un catalogue monumental de plus de 2000 objets issus de la succession Jackson. Parmi eux figuraient des reliques emblématiques, le gant à paillettes de Billy Jean, scintillant comme lors de la tournée de 1983, des costumes de scène brodés de Krzysztof Swarovski, signés par le designer Michael Bush, et les portails d'entrée originaux de Neverland, forgés en fer avec des motifs floraux évoquant un portail vers un autre monde. Une partie des bénéfices devait être reversée à des organismes comme Musicart, soutenant les musiciens en difficulté, un geste philanthropique adoucissant l'aspect mercantile. Mais certains artefacts confirmés comme extraits du garage, journaux audio où Jackson murmurait ses angoisses, lettres à des enfants invités, concepts de tournée inédits furent exclus de la vente, alimentant une vague de spéculation sur les réseaux sociaux et dans la presse. Était-il trop sensible ? Contenait-il des secrets capables de raviver les controverses judiciaires ou médiatiques enfouies depuis des années ? Des sources anonymes proches de l'inventaire, citées dans Variety, évoquèrent des documents trop personnels pour être exposés, suggérant des nuits blanches à trier des piles de papier jauni. La pièce secrète, mentionnée dans les plans architecturaux, devint le cœur des débats. Décrite comme une emergency enclosure ou second barrier room, elle était accessible via un panneau dissimulé dans le placard en cèdre rouge de la suite parentale. Équipée de murs en acier balistique, d'une isolation acoustique totale absorbant même les sons graves, et d'un verrouillage manuel interne rendant tout accès extérieur impossible sans démolition, elle semblait conçue comme une panic room. Une ventilation autonome avec filtre EPA, une ligne téléphonique directe, et un bouton d'urgence relié à l'équipe de sécurité complétaient l'ensemble. D'anciens employés des années 90, interrogés lors de documentaires ou de procès, confirmaient son existence, la décrivant comme un refuge contre les fans obsessionnels, les stalkers ou les intrusions médiatiques. Dès les années 80, Jackson avait renforcé la sécurité de Neverland après des incidents comme des escalades de grilles par des admirateurs armés ou des vols de correspondance privée. Les panic rooms étaient alors courantes chez les célébrités hollywoodiennes et Jackson, avec ses moyens illimités, avait les ressources pour en construire une version sur mesure. Mais les accusations du documentaire Leaving Neverland de 2019, réalisé par Dan Reed, jetèrent une ombre inquiétante. Wade Robson et James Safechuck, deux anciens enfants stars ayant visité Neverland dans les années 90, y décrivaient des abus sexuels dans des espaces isolés correspondant au plan, chambres dissimulées derrière des bibliothèques pivotantes, couloirs privés menant à des zones insonorisées, système d'alarme pour prévenir Jackson de l'arrivée de tiers. Safechuck mentionnait une chambre secrète au-dessus de l'arcade de jeu et un système de cloches près du hall principal, détail confirmé par les schémas exhumés. Des enquêteurs indépendants et archivistes du domaine, ayant examiné ces plans sous serment, soulignèrent leur précision, murs plus épais que nécessaire, isolation conçue pour absorber les cris ou murmures, câblage connecté à des capteurs de mouvement indépendants. Bien que ces éléments ne constituent pas une preuve de culpabilité, ils ravivèrent les soupçons dans le contexte des accusations persistantes. La succession Jackson, dirigée par John Branca et John M. Seclin, défendit l'idée d'une précaution sécuritaire pour une star harcelée, mais des voix dissonantes y virent un symbole de dissimulation, voire de paranoïa pathologique. Cette découverte coïncida avec le tournage du biopic Michael, réalisé par Antoine Fuqua et produit par Graham King, connu pour Bohemian Rhapsody. Porté par Jafar Jackson, neveu de Michael, le film promettait une fresque nuancée, retraçant l'ascension, les combats et l'héritage ambivalent du King of Pop. Jafar, âgé de 27 ans, impressionnait par sa ressemblance physique et son étude minutieuse des gestes et de la voix de son oncle. Il n'imite pas Michael, il l'habite, confia un technicien lors des répétitions à Atlanta. Tourné à Neverland, le film recréa des décors emblématiques. La locomotive Catherine, repeinte en rouge vif, le carrousel aux orgues mécaniques, le chapiteau de cirque rayé. Certains objets du garage, comme la Rolls-Royce turquoise, inspirèrent des scènes, notamment un flashback de la tournée Bad. Le timing audit en février, tournage en mars, alimenta les théories d'une stratégie orchestrée par la succession et Lionsgate pour redorer l'image de Jackson, misant sur la nostalgie des années 80 plutôt que sur les scandales. Des fuites sur Instagram et TMZ montrèrent des décors reconstruits à partir de plans originaux de MJJ Productions, renforçant l'authenticité du film. Ce garage n'était pas qu'un entrepôt, c'était une capsule temporelle, un miroir de l'âme fracturée de Michael Jackson. Les plans secrets, les lettres jaunies, les mélodies captives sur bande,
Tout cela peignait un créateur infatigable, obsédé par le contrôle et l'enfance éternelle face à un monde cruel. Mais maintenant que la porte est ouverte, que faire de ces secrets? Les révéler tous, au risque de briser la légende, ou les garder pour préserver une histoire soigneusement édulcorée? Partagez vos pensées en commentaire, likez si vous êtes intrigué, et abonnez-vous pour d'autres plongées dans les mystères de Neverland.